Abnous Chalmani, c'est une des grandes voix libres de la littérature en France, exilée en France en 85 après avoir fui le régime des Mollahs en Iran. Et vous publiez « J'ai péché dans le plaisir ». C'est un nouveau roman chez Grasset. On va en parler, c'est un roman à votre image, parce qu'au fond, il y a beaucoup de vous dans ce livre, sur cette liberté, cette belle époque en France, entre Téhéran et Paris, entre ces écrivains libertaires français, Pierre-Louis, Marie de Régnier, et puis une auteure iranienne que vous admirez énormément. Vous allez nous parler de Farouk. Il y a d'abord un mot, la liberté sexuelle, la liberté d'être, la liberté d'aimer est en danger aujourd'hui. Elle est constamment, elle a toujours été en danger, je pense. C'est l'une des libertés qui a été le plus chèrement acquise pour les femmes. C'est très étrange, puisque j'ai beaucoup étudié le 19e siècle, où le 19e siècle, la bourgeoisie avait institutionnalisé la sexualité et avait interdit le domaine sexuel aux femmes comme il faut. Donc, il était écrit, il était dit qu'il ne fallait surtout pas faire jouir sa femme, son épouse, que les courtisanes et les prostituées étaient là pour ça. Donc on avait imaginé, déjà on le savait, j'allais dire on le sentait, qu'une femme qui jouit est une femme libre. Donc il fallait interdire l'accès à la jouissance à l'épouse qui était dévolue à la domesticité, à maintenir l'ordre dans la maison bourgeoise. Et c'était les courtisanes qui étaient là, les prostituées pour les moins riches, qui devaient s'occuper du domaine sexuel. Et ce qui est très étrange, c'est qu'aujourd'hui, ce discours, qui est un discours tout à fait misogyne et rétrograde, revient à travers un discours qui voudrait faire du domaine sexuel un domaine de danger et d'interdit pour les femmes. Donc on retombe dans cet interdit. C'est « Ah non, attention mesdames, méfiez-vous de la sexualité, c'est le domaine des hommes. » Ce qui vient d'où ce discours ? Aujourd'hui, il vient d'un néo-féminisme qui infantilise les femmes et qui les coince et qui leur remurmure à l'oreille que le sexe n'est pas pour elles, que c'est un domaine masculin et qu'elles y sont en danger. Et oui, ça, c'est un discours qui a toujours existé, mais qui revient constamment. Un discours contre les hommes. Mais moi, je trouve ça avant tout un discours contre les femmes. Interdire la sexualité aux femmes, c'est d'aller contre les femmes. C'est le fait de réserver la sexualité aux hommes, et d'imaginer qu'une femme ne peut pas jouir. Je trouve que c'est même un discours tout à fait misogyne qui va contre les femmes. C'est un discours qui accompagne le retour au religieux, oui, par exemple. Il y a un retour au puritanisme, à la pudibonderie. Bien sûr, c'est toujours lié, mais c'est toujours un fond religieux, même dans ceux qui peuvent se dire des émancipateurs. Le néo-féminisme n'est pas une émancipation, c'est une nouvelle prison, mais une prison dont on connaît les mots, quoi. C'est exactement la même chose. On peut retrouver des textes au 19e siècle qui disent « Attention à vos femmes, surtout ne les faites pas jouir ». Oui, le discours qui vient donc de cette écrivaine iranienne que vous êtes, qui a fui l'Iran, je le disais. Je suis française. Oui. Mais je trouve que par hasard, je suis née en Iran. Mais... oui, mais quand même, qui dit au fond, attention ici. Attention à ce qui se passe. Mais attention partout. Je pense que ici comme ailleurs, c'est peut-être que j'ai ce décalage. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas choisi de naître en Iran, j'ai pas choisi d'être ballottée par l'histoire, en l'occurrence la révolution islamique. Par contre, j'ai choisi la France. Et ce qui m'a plu dans la France, qui m'a, outre cette merveilleuse langue française que j'aime tant, ce qui m'a plu dans ce pays, c'est la littérature libertine, c'est Pierre-Louis, c'est le Marquis de Sade, c'est le fait justement que quand j'ai découvert, juste un petit peu avant découvrir Pierre-Louis, l'auteur le plus érotique, le plus prolifique de la langue française et certainement le plus doué, dans la littérature libertine, qui est la littérature du XVIIe et du XVIIIe siècle, on ne libérait pas la tête, l'esprit, sans libérer le corps. Il y avait ce lien entre le fait, et qui s'adressait, tous les narrateurs de ces romans libertins étaient des femmes. Donc je me retrouve en venant d'un pays comme l'Iran, qui venait de vivre cette révolution islamique tragique, une révolution totalement antiféministe et anti-femme, avec un texte qui me disait, et c'était une femme qui parlait, Thérèse Philosophe, qui est certainement l'un de mes livres de culte, si Thérèse est engoncée dans la morale, dans un mal-être, elle tombe malade, elle ne sait pas pourquoi, elle est élevée au couvent, et d'un coup elle se libère comment ? En libérant le corps et la tête dans le même mouvement. Ça, c'est révolutionnaire. C'est pas pour rien que la Révolution française a eu lieu en France, et c'est cette révolution libertine qui a préparé les mentalités
à la Révolution française de 1789. Oui, c'est ce que vous racontez dans ce roman formidable, hein, J'ai péché dans le plaisir, qui est publié chez Grasset. Oui, on y trouve Forough Farrokhzad, qui est donc une poétesse iranienne, et qui va rencontrer un personnage que vous allez imaginer, que vous allez surnommer la tortue, et qui, au fond, à travers l'inspiration de Pierre-Louis, de Marie de Régnier, dont il était fou amoureux, et va au fond amener un vent de liberté en Iran à travers les écrivains libertaires français. Oui, c'est très étonnant. Forough Farrokhzad, moi j'ai eu cette idée de ce roman-là en lisant une interview d'elle de 1955 où elle disait que pour elle, le recueil de poésie dont elle ne se lassait jamais, qui pour elle était tout, c'est les chansons de Bilitis de Pierre-Louis. Stupeur et tremblement. Comment est-ce possible? C'est très érotique. Très érotique. Pierre-Louis a inventé cette poète de l'Antiquité qui vit sur l'île de Lesbos, qui est lesbienne et qui raconte ses amours dans ses chansons de Bilitis. C'est sublime. Alors je le conseille à tout le monde, c'est magnifique en termes de... On n'a pas attendu là, ces 6 derniers mois pour parler de désir féminin et un homme peut le faire merveilleusement. Preuve en est avec Pierre-Louis. Et je découvre cette interview et là j'ai qu'une envie, ça s'impose. Je pense que dans la littérature, un bon roman, ou en tout cas celui qu'on a envie d'écrire, et souvent celui qu'on a envie d'écrire, c'est celui qu'on a envie de lire, ça s'est imposé. Je voulais raconter Marie de Régnier, la Belle Époque, Forough Farrokhzad, les années 50. Et ce qu'a fait, c'est très étonnant, Forough Farrokhzad fait un mariage d'amour, c'est elle qui choisit de se marier à 16 ans, elle commence à écrire de la poésie à ce moment-là, donc elle n'a pas fait d'études, et dès le premier recueil de poésie qu'elle publie à l'âge de 19 ans, elle est à la hauteur des grands poètes persans comme Hafez, comme Omar Khayyam. Ce qui est très surprenant, c'est qu'elle a tout de suite, c'est qu'elle a envoyé son recueil à des éditeurs, elle a tout de suite été éditée, elle a tout de suite été lue, elle est tout de suite devenue célèbre, c'est-à-dire que pas une seule fois en tant que poète, elle n'a été remise en question, c'est la femme qui a souffert. C'est sur la femme qu'on a craché, elle est allée trop loin. Donc elle a été extrêmement isolée, elle a pris cher, comme on dit aujourd'hui. Mais en tant que poète, elle a toujours été respectée, elle a toujours été récitée, elle a toujours existé. Une anthologie de toute sa poésie lui a été consacrée avant ses 30 ans, ce qui est quand même assez rare. Et je voulais la raconter... certainement qu'il y a de moi, mais enfin, quand on écrit, il y a forcément beaucoup de soi. Mais je trouvais ça extrêmement intéressant de raconter, justement dans ces temps, où ça gêne beaucoup globalement, pas seulement chez les femmes, mais globalement partout. J'existe parce que je râle et que je me plains. Je trouvais ça intéressant que ces deux femmes-là, l'une à la Belle Époque française, l'autre dans les années 50 en Iran, qui n'avaient accès à aucun des droits dont nous avons accès aujourd'hui, ni politique, ni culturel, ni social, ni économique, elles ne se sont pas posé la question de ces interdits-là. Elles ont arraché leur liberté avec les dents. Elles ont dit « je veux, je prends. Je veux écrire ça, je l'écris. Je veux vivre cette vie sexuelle-là, je la vis. Je n'ai à demander l'autorisation de personne, c'est à moi de m'imposer. » Et moi, ça m'a fait... Marie de Régnier, moi c'est mon étoile, mon inaccessible étoile depuis que j'ai 13 ans. Donc je vis avec elle depuis très longtemps. Mais j'avais vraiment envie de partager cette énergie extraordinaire et le fait que arrêtons d'imaginer je crois que c'était l'accroche du parrain. Le vrai pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et je pense que c'est ça qu'elles ont fait, ces deux femmes-là. Elles ont pris le pouvoir, elles n'ont pas attendu qu'on leur donne, elles l'ont pris. Et ce qui est après, les grandes différences, c'est que Marie de Régnier, de son père jusqu'à son mari, qui ne l'a jamais touchée, en passant par ses multiples amants, malgré tout ce qu'elle leur a fait subir, elle a toujours été soutenue. Elle a été une manipulatrice du monde littéraire, elle décidait à qui on donnait des prix, à qui on n'en donnait pas. Elle a été aimée, soutenue par tous les hommes. Forough Farrokhzad, j'ai quand même été obligée de lui inventer un homme pour lui donner un soutien, donc, qui est la tortue, parce qu'elle a été, enfin, sauf son frère, qui est un autre personnage extraordinaire, Feridoun Farrokhzad, mais elle, j'ai eu besoin de lui inventer un homme, elle a été très isolée, c'est qu'on l'a respectée pour ce qu'elle écrivait, mais la liberté qu'elle s'est offerte, hein, c'est-à-dire qu'elle avait une vie sexuelle totalement assumée, elle avait des amants, elle s'est même installée en concubinage avec un homme marié, père de 2 enfants, qui est un immense réalisateur déjà à l'époque, et le fait qu'elle se dise « Ah ben j'ai envie d'être comédienne », elle est devenue comédienne, j'ai envie, elle s'intéresse au cinéma, mais elle ne s'intéresse pas au cinéma, j'allais dire comme on s'y intéresserait aujourd'hui d'une manière dilettante, c'est qu'elle apprend le montage, elle apprend évidemment la mise en scène, elle apprend la prise de son, elle décide d'être chef-op, elle fait une formation, c'est comme ça qu'elle se retrouve en France. Elle avait une curiosité et une soif de vivre qui est remarquable. Donc j'ai envie de dire, la liberté, ce n'est jamais acquis. Et d'ailleurs, pour vraiment la sentir, je pense
une sorte de lutte à avoir avec elle. Et quand qu'on se l'est appropriée, c'est à ce moment-là qu'on ne la perd jamais, cette liberté. Oui. Oui, mais au fond, vous vous dites quand même aussi que cette liberté, elle est fragile. Bien sûr encore aujourd'hui. Ah oui, bien sûr qu'elle est fragile. Cette liberté, y compris d'ailleurs à l'époque, Pierre-Louis a été attaqué pour avoir écrit des livres manteau, licencieux, comme on disait. Ça n'a jamais été publié, c'était sous le manteau. Et donc ça se paye cher quand même. La liberté, c'est toujours payé cher, mais vous savez, les photos érotiques, Pierre-Louis était passionné de photographie, il a fait énormément de photos de nus, tous ses textes érotiques, il a photographié Marie de Régnier nue, et après il a épousé la sœur cadette de Marie de Régnier, Louise Régnier, il les a photographiées dans les mêmes postures, à comparer les deux sœurs, et toute cette collection, après la mort de Pierre-Louis, ça a été vendu à des collectionneurs. Finalement, c'est Michel Simon, l'acteur, qui l'a récupéré. Et à sa mort, sa famille a tellement paniqué devant ce déluge de photos, de textes, etc., que, honteux, ils ont éparpillé cette collection. Voilà. C'est dire à quel point... Je veux dire, la honte vis-à-vis du sexe, vis-à-vis de la chair, peut provoquer des catastrophes, parce que ça aurait été merveilleux de garder cette collection entière. Mais bien sûr que la liberté n'est jamais acquise, c'est le principe même de la liberté. La liberté, c'est une lutte, et il faut toujours être vigilant, et qu'on se rende compte que infantiliser la sexualité des femmes, infantiliser les femmes, les réduire à n'être que des victimes, c'est grignoter de leur liberté. Elles ne se rendent pas compte, elles pensent qu'elles sont protégées avec ce discours-là. Enfin, pas toutes, heureusement, mais elles sont en danger. Il n'y a rien qui remette davantage en cause la liberté que le fait de sous-entendre que, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ce qu'on sous-entend avec les femmes. Là, je raconte quand même deux grandes amoureuses. Être amoureuse, c'est être sous emprise. Ce n'est pas du tout la même chose que d'être maltraité ou tabassé. Nuance. Mais entrer en amour, c'est entrer en emprise. Oui. C'est de faire passer l'autre avant soi. Ce n'est quand même pas rien. Ça, aujourd'hui, c'est magnifique. Mais ça, il faut ressortir George Sand, il faut ressortir Foucault Falorzade, il faut ressortir Marie de Régnier. George Sand avait raison de dire à Musset, qui lui géniait les romantiques. Alors l'homme géniait beaucoup plus que les femmes. Et il géniait parce qu'elle l'avait quitté, il lui en voulait. Et George Sand lui écrivait des lettres et des lettres pour lui dire, écoute, gros, pour faire simple, arrête tes conneries. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est un chemin escarpé dans la montagne, mais si tu refuses d'emprunter ce chemin escarpé, malgré la douleur, tu vivras dans la médiocrité. Et l'amour nous grandit, c'est le fait de souffrir, c'est aussi une manière de se connaître. Je ne dis pas souffrir sous les coups, etc. Aujourd'hui, il faut faire extrêmement attention, mais c'est le fait de faire passer l'autre avant soi, c'est quand même une expérience de l'altérité extraordinaire. Ça grandit votre humanisme, et ça vous grandit à vos propres yeux d'aimer. Oui, Marie de Régnier, il y a une histoire, parce que c'est absolument incroyable, c'est qu'elle va épouser un homme en lui disant « tu ne me toucheras jamais ». Elle l'épouse, on va dire, au fond par intérêt. Oui et non. Oui, et il ne va jamais la toucher. Il ne va jamais la toucher. C'est quand même une histoire incroyable. Oui, il ne va jamais la toucher. Son père, Marie de Régnier, était très amoureuse de Pierre-Louis. Elle a 20 ans. Son père vient de rentrer à l'Académie française. Elle crée l'Académie des Canaques, dont Marcel Proust était le secrétaire perpétuel. Léon Blum en faisait partie. Pierre-Louis, Henri de Régnier, Paul Valéry. Le discours d'entrée, c'était un concours de grimaces que Léon Blum gagnait toujours. Et donc, elle est extrêmement courtisée, elle est extrêmement belle, elle est extrêmement sensuelle. Déjà, elle est extrêmement douée. Elle publie des poèmes depuis qu'elle a 9 ans. Et elle tombe amoureuse de Pierre-Louis qui n'a pas le sou. Son père, qu'elle adore, a un défaut, et un énorme défaut, c'est qu'il joue. C'est un joueur invétéré, et on est dans cette dernière époque française où les poètes ne travaillent pas. Où travailler, c'est se salir les mains. Donc il est hors de question de trouver un travail. Donc on cherche des gendres pour éponger les dettes. Henri de Régnier est très riche, donc la famille accepte. En gros, son père voit bien que c'est pas que sa fille préfère Pierre-Louis, donc Marie de Régnier se résigne à l'épouser. Et elle est triste, et c'est là où c'est très intéressant. Elle est triste non pas parce qu'elle doit épouser Henri de Régnier. Là, elle sait déjà qu'elle prendra amant s'il faut prendre amant et que Pierre-Louis sera son amant. C'est que Pierre-Louis ne se soit pas manifesté. Donc, elle apprend que Pierre-Louis l'aimait, qu'il y avait un pacte entre les deux hommes, qu'Henri de Régnier a triché. Elle arrive chez. Elle se rhabille, elle se fait belle, elle arrive chez Pierre-Louis, elle se met nue. Enfin, il lui dit, mais enfin, vous êtes là pour rester. Il lui dit, ah non, pour la nuit, demain je me marie. Elle dit, ah non, si vous êtes là, c'est pour toute la vie. Donc là, elle se rhabille, elle va sonner chez Henri de Régnier, elle dit, je vous épouserai comme prévu, par contre, vous ne me toucherez jamais. Et lui dit, d'accord, parce que s'il aime cette femme, il l'aime pour ce qu'elle est. Oui. C'est-à-dire, il n'essaye pas de la transformer, il ne se dit pas, j'en ai épousé une autre. Toute sa vie sera exactement... C'est une preuve d'amour incroyable, mais ça. Il l'a aimée pour ce qu'elle était, c'est-à-dire quelqu'un d'égoïste, de culotté. C'était une garce, Marie de Régnier, mais c'était une garce magnifique. Cet égoïsme-là était presque... ça faisait aussi son charme. Mais l'histoire avec ce mariage avec Henri de Régnier, ça a été
un compagnonnage extraordinaire. Elle lui tiendra la main jusqu'à son dernier souffle. Elle corrigera ses manuscrits, elle corrigera son discours d'entrée à l'Académie française. Je veux dire, ils auront une complicité intellectuelle et amicale extrêmement forte. Henri de Régnier en a souffert. Il a une seule fois, il l'a exprimé. Enfin, cet homme a quand même écrit Vivre à Villy, donc c'est dire à quel point il a pu souffrir. Mais à un moment, il écrit son plus beau recueil de poèmes, Le Miroir aux heures, où il y a un poème qui s'appelle La rupture, et il le dit, et c'est peut-être le seul aveu qu'il fait, où il doit être en 1910, 1912, et lui dit, et il se marie en 1895, il dit: est-ce que je regrette en ces larmes cruelles où vous n'êtes pour rien, sachez-le, ce n'est pas votre amour, c'est le mien. C'est qu'il ne lui en veut même pas de ne pas, qu'elle ne l'aime pas, il s'en veut de l'aimer tant. Ça, c'est magnifique. Ouais. Moi, j'adore. Je vais presque dire, alors je vais m'amuser un peu, je vais dire, vous êtes presque amoureuse de Pierre-Louis. Totalement, mais je suis tombée amoureuse de Pierre-Louis à 13 ans. Je ne sais pas si on a une photo de Pierre-Louis, mais c'est vrai que, voilà, regardez cet homme-là. Vous êtes tombée amoureuse de Pierre-Louis. À 13 ans, oui, quand j'ai découvert ce personnage-là, cet homme a été, à part mon père, ça a été le deuxième homme de ma vie. Je ne sais pas si c'est un rapport avec la moustache, mais il a été... C'est-à-dire que Pierre-Louis a fait pour moi cette chose extraordinaire, c'est que donc, j'arrivais d'Iran, j'avais 8 ans. Les 2 dernières années, j'avais dû porter le voile, où on m'expliquait que j'étais un objet dangereux, on m'expliquait que j'étais une femme. C'est un peu compliqué pour une gamine de 6 ans, sans poitrine, sans ses menstrues, de se projeter comme femme. Mais c'est assez traumatisant pour que je sois mal à l'aise déjà avec mon corps et avec l'idée de la féminité. J'arrive en France et 5 ans après mon arrivée, je découvre, grâce aux Yeux Noirs, qui est un roman de Dominique Bonnat, tout cet univers de la Belle Époque, Pierre-Louis, Marie de Régnier, et je découvre les érotiques, la pornographie de Pierre-Louis, et là, sans m'en rendre compte, cet éclat de rire que j'ai eu, spontané, naturel, en lisant Pierre-Louis, m'a totalement guérie. C'est-à-dire que je peux avoir encore énormément de problèmes. Il n'y a jamais eu de problème à partir de Pierre-Louis avec la sexualité, avec le corps, parce que Pierre-Louis a introduit cette chose, mais tellement transgressive, le rire dans le sexe. Et le fait de rire du sexe, qui est absolument le contraire de la République islamique d'Iran, qui... au-delà de rendre le sexe tabou, c'est d'en faire un lieu de péché, de perdition, de malheur, qui peut vous entraîner jusqu'à la mort. Moi, je me souviens de ma mère qui portait mini-jupe avant la révolution islamique, et on était avec elle, j'ai 5 ans, on est dans le bus, et à l'époque, c'était pas encore clair, on était censés être séparés, mais c'était pas tout à fait, c'était la guerre, rien n'allait, c'était pas exactement séparé. Et ma mère était donc voilée, ce qu'elle n'avait jamais été jusqu'à la révolution, et son regard croise celui d'un homme. Mais elle ne s'en rend même pas compte. Elle descend du bus, il nous suit. Et arrivé au supermarché, il dit, bon, bah, on monte. Alors que j'étais là, elle était quand même avec une petite fille. Il dit, bon, enfin, on monte où? Elle dit, ah, mais j'ai vu, vous m'avez regardé. Et tout devenait sexué parce que toute la sexualité était prohibée. Donc un simple regard devenait une invitation à la chair. Moi, cette scène-là m'a énormément marquée. Et le fait d'en rire, de rire du sexe, de ces grands interdits avec Pierre-Louis. Moi, il y a un avant-après Pierre-Louis dans ma vie. Et oui, j'assume totalement, c'est la première fois que je suis tombée amoureuse, c'est d'un écrivain et c'est à travers ce qu'il écrivait. Après, j'ai découvert les photos et je me suis dit, ah, il est pas mal quand même. Mais à la base, c'était grâce à ce rire qu'il a provoqué en moi et qui a été extrêmement libérateur. Mais encore aujourd'hui, je pense par exemple au manuel de civilité à l'usage des jeunes filles, des pensions, etc., qui est tellement drôle et provocateur. Encore aujourd'hui, aujourd'hui, on se dit, et d'ailleurs, c'est la phrase qu'on entend souvent, oh, aujourd'hui, on ne pourrait plus écrire ça. Vous savez, comme on dit aujourd'hui, on ne pourrait plus chanter ça, ou on entend souvent dire ça. On entend, mais je pense que vous pouvez encore tout dire et tout écrire à vos risques et périls. C'est aussi après comment vous le défendez et comment vous le justifiez. Pierre-Louis faisait énormément d'ironie. C'est à l'époque, on est dans un moment où c'est très à la mode d'éduquer tout le monde. Donc il y avait tous les jours certaines manuels de civilité pour expliquer comment croiser les jambes, comment une petite fille doit se tenir. Voilà, petite fille de bonne famille. Et vous ouvrez les livres de l'époque, c'est hyper angoissant. C'est du réveil au coucher, se laver pour une jeune fille habillée, ne surtout pas mettre de miroir dans les salles de bain, enfiler des gants aux petits garçons pour éviter des séquences d'onanisme nocturne. Enfin, c'était absolument terrifiant. Pierre-Louis lit ça et il trouve ça angoissant. Et comme ça, au fil de la plume, et ça se sent, il se met à écrire un manuel de civilité en utilisant le plus grand tabou qu'est le sexe et en disant absolument seulement le contraire, mais en allant extrêmement loin dans l'expression du sexuel. Et comme il s'adresse aux petites filles, c'est absolument... Enfin, moi, je trouve ça à mourir de rire, mais surtout quand vous connaissez les manuels de civilité de l'époque. C'est drôle. Et Pierre-Louis est quelqu'un quand même de très, très drôle. À côté de ça, il a écrit
de la poésie érotique extraordinaire. Vous voyez La femme et le pantin, qui est un de ses grands romans. Oui, adapté au cinéma avec Brigitte avec Bardot. Marlène Dietrich, avec Oui. Brigitte Bardot. Et le dernier film de Louis Buñuel, cet obscur objet du désir avec Carole Bouquet, c'est aussi une adaptation de La femme et du pantin. D'ailleurs, cet obscur objet du désir, c'est Pierre-Louis qui n'aimait pas les blondes, n'aimait que les brunes et disait que veut ce pâle objet du désir, enfin cet obscur objet du désir, en parlant du sexe des femmes brunes. Donc le dernier film de Buñuel s'appelle quand même Sexe des femmes brunes. Oui, je vois un des titres, je vois Le cul de la femme. Oui. Ah ben, Voilà. oui, parce que alors il avait une obsession. C'est non, vrai. en plus il avait une obsession, Pierre-Louis, c'est qu'il était mais absolument fasciné par les femmes, par le corps des femmes et partout, par les aisselles, par les poils, par les ongles des pieds, par l'épilation, par les hanches, les fesses, tout. Et il avait l'intention de faire une anthologie du corps féminin en analysant à travers l'histoire, toute l'histoire du corps féminin et à quel point elle avait été mise en avant, cachée, occultée, etc. C'est passionnant, il ne l'a pas fini parce que c'était vaste. Oui. Mais il a été... j'ai rarement lu un auteur, homme ou femme d'ailleurs, qui ait eu un sens aussi précis du détail et de l'amour, mais de la femme dans tous les sens, pas juste son corps, mais de la littérature, de ce qu'elle écrivait. Nathalie Clifford Barnett, milliardaire lesbienne de la rue Jacob, qui tenait l'un des salons les plus connus de l'époque, elle adorait Pierre-Louis. Elle considérait, mais elle lui disait de temps en temps, mais tu n'es pas un homme, tu es une lesbienne. C'est pas possible d'écrire aussi bien sur les femmes. Il était fascinant, il était absolument fascinant. Merci beaucoup, Abnous Chalmani. Merci à vous. On vous aime beaucoup. On salue David Pujadas sur LCI, avec qui vous faites vos chroniques. Et puis dans l'Express, bien sûr, vous êtes aussi la présidente du jury du prix de la laïcité. Oui. Et ça aussi, ça compte beaucoup. Bien ce sûr. combat-là. Mais sans la laïcité, ce livre ne serait pas écrit. Oui. Non, mais pour moi, la laïcité et la liberté vont ensemble. Si j'ai cette licence de pouvoir dire ce que je dis, c'est parce que la laïcité m'assure qu'on ne me mettra pas en prison pour avoir blasphémé ou pour avoir osé. Laïcité et liberté sont les deux sœurs de la République. C'est extrêmement important de les défendre. Vous allez presque dire, pour l'instant, on ne vous met pas en prison. Il y a un risque un jour Pas en qu'ils France. essayent un peu qu'on rigole. C'est-à-dire non, mais c'est pas possible. On se battra. Mais enfin, vous croyez que je vais me laisser mettre en prison comme ça? Il est hors de question. J'ai trop bien été élevée par Marie de Régnier et Foulouk Farrokhzad. Merci. Abnous Chalmani, lisez J'ai péché dans le plaisir, ce roman drôle, érotique, amoureux, absolument formidable chez Grasset. Merci d'avoir été avec nous.